payons 139 € de redevances audiovisuelles pour financer France Télévisions, dont le budget est de près de 4 milliards d'euros. 139 € pour que France Télévisions nous vende un monde dont nous ne voulons pas. La présidente de France Télévisions, dont la nomination avait été contestée, gagne 400 000 € bruts par an. Heureuse de percevoir l'argent du contribuable, mais ingrate envers les hommes blancs de plus de 50 ans qu'elle juge trop nombreux à la télévision. Son « Il faut que cela change » a suscité de vives réactions des hommes du sérail et de la bien-pensance. Racisme a évoqué Philippe Gildas, discrimination a ajouté Julien Lepers, ségrégation a conclu Patrick Sébastien. Sans aucune sanction mais avec les 139 € de nos impôts, la présidente de France Télévisions poursuit sa politique idéologique et veut imposer dès 2020 des clauses de diversité, des quotas. Mais la vraie diversité, Madame Ernotte, c'est donner la parole à la France de la province, à la France périphérique, à la France qui bosse et qui ne profite de rien, à celle de Zemmour, interdit sur France 2, à celle qui est patriote, à celle qui est moquée, blessée ou humiliée par les Ruquier, moi que ses consorts. Pour que votre argent ne contribue pas à financer les médias publics qui piétinent quotidiennement nos valeurs et notre vision du monde, offrez votre redevance à TV Liberté. Chaque centime des fameux 139 € sera dédié à rendre aux Français leur pouvoir médiatique, à rendre aux Français leur culture et leur tradition, à rendre aux Français leur fierté. Alors aidez-nous maintenant. Mon invité du jour est Oscar Freisinger. Il nous présente son ouvrage Cendre rouge aux éditions Apopsis. Il est fondateur de l'UDC. Il a été conseiller d'État du Valais. Il a une carrière politique, mais il va aujourd'hui nous parler d'un roman. Vous êtes auteur d'ailleurs de nombreux ouvrages, en partie politiques, mais aussi d'essais moins politiques, comme c'est le cas de celui-là, ou en tout cas moins politique, moins directement politique, comme également Le Remède suisse qui était paru en 2016. Alors ce livre, c'est, comme je le disais, un roman dans lequel vous faites des allers-retours à partir d'un personnage qui s'appelle Gagarine et qui se situe à de 3 périodes, après la Grande Guerre, avant la guerre de 40 et après ce conflit. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire de ce roman ? Disons que c'est un anti-héros, donc le personnage qui est un interrogateur de la Tchéka, donc des services de la police secrète, si on veut, et qui va... Son idée, c'est en fait la suivante, c'est de dire, bon, ça ne sert à rien de torturer les gens, d'utiliser la force physique pour essayer de créer l'homme nouveau. On ne crée que des ruines, finalement, humaines avec ça. Donc, il faut essayer de procéder de manière plus fine, psychologique. Et donc, il va utiliser les jeux d'échecs comme moyen de torture. C'est assez particulier. Donc, il va pervertir les règles du jeu. Parce que pour lui, le jeu d'échecs, c'est le summum, si on veut, de la décadence bourgeoise. Le blanc, le noir, le bon, le mal. Et lui, il veut être au-delà du bien et du mal, au-delà de ce dualisme. Et donc, se basant un peu sur la philosophie de Hegel, il cherche la synthèse. Et la synthèse, c'est quoi? C'est la révolution, c'est la couleur rouge. Mais la couleur rouge, c'est pas seulement la flamme révolutionnaire, le feu, le côté rouge du socialisme, du communisme, c'est également le sang qui coule. Donc, avec les meilleures intentions du monde, croyant créer le paradis, en fait, il va créer un enfer. C'est toujours le problème de ces constructions, de ces naissances par la tête de modèles où on veut créer un monde nouveau, un homme nouveau. Finalement, on détruit la dignité humaine. Alors, il est beaucoup question de la période stalinienne dans cet ouvrage, c'est bien loin. Pourquoi vous avez parlé de cette époque? Pourquoi vous avez envie de parler du communisme? Alors, il est situé dans un monde qui fonctionne un peu selon ce que décrit George Orwell en 1984. Hein. Ce totalitarisme dur, violent, primaire. Et il veut le transcender et nous amener à quelque chose qui ressemblera plutôt à Brave New World de Aldous Huxley. Donc lui, il est exactement à la jonction de ces deux. Donc il vit encore dans cette dictature-là, il voit les limites, il critique d'ailleurs ce système, il dit ça va pas, ça fonctionne pas comme ça, il doit y avoir mieux à faire. Et il va projeter quelque chose qui est en train de nous revenir en pleine poire actuellement, avec ce communisme à peine masqué qu'on trouve derrière la vague verte.
vous avez exactement ces mécanismes-là. Donc c'est une sorte de dystopie quand on voit les projections qu'il fait, quand il essaie d'expliquer à ses victimes, les prisonniers à qui il a affaire, lorsqu'il leur explique sa vision de l'avenir et le bien fondé de sa démarche envers eux, je te fais souffrir parce que je t'aime, n'est-ce pas? Toujours des meilleures intentions. On s'aperçoit que c'est extrêmement moderne et qu'on est en train de basculer vers un monde de ce type-là. Vous avez anticipé ma question suivante, justement. Je voulais expliquer aux téléspectateurs qu'il ne s'agit pas d'une critique, disons, doctrinale du communisme. Vous ne vous attaquez pas aux questions de la propriété privée, de la collectivisation de l'économie ou des choses comme ça, mais vous êtes beaucoup plus sur une perspective psychologique et justement qui fait penser à 1984 ou au meilleur des mondes. Cette critique psychologique, vous faites une critique aussi peut-être de ce que vous avez vu dans votre carrière politique, peut-être? Alors là, c'est clair. C'est clair que je ne suis pas dans le bon camp. Dès le moment où ces mécanismes de totalitarisme doux sont en train de s'installer gentiment, regardez un peu les lois liberticides qui commencent à naître en Occident, le délit suprême, ça devient le délit d'opinion, alors que je me souviens qu'au 19e siècle, enfin, la gauche chantait « Die Gedanken sind frei », les pensées sont libres. Et là, non, pas du tout. Tu as le droit de penser ça. Faut pas dire ce genre de choses. Pas penser cela. Comment osez-vous? Le journaliste qui vous interviewe, mis à part des journalistes comme vous, généralement c'est des procureurs, c'est pas des journalistes. Hein, quand ils comment osez-vous? Voilà, première question. Moi, je fais généralement du métadiscours. Je dis attendez, comment osez-vous? Mais parce qu'on peut tout dans une démocratie. On peut dire les choses, non? La vérité, on peut quand même encore l'exprimer. Ben non, la vérité est devenue pénale parce que cette pensée-là, qui est proche de l'axiome de Gramsci quand il dit le discours fonde la réalité, c'est le Gestell de Heidegger, hein, ce fameux, cette naissance par la tête d'un monde parallèle, d'une sorte de supra-réalité qu'on applique au monde réel qui est insatisfaisant et qui est totalitaire par définition. Donc cette pensée-là ne peut pas aboutir dès le moment où son axiome fondamental est erroné. Vous ne pouvez pas avoir la liberté et l'égalité en même temps. Vous devez choisir, c'est un oxymore. Soit vous avez la liberté, et alors il faut prendre en compte qu'il y a des inégalités, parce que les gens sont différents, il y a des identités différentes, il y a des gens doués, il y a des gens moins doués. Bon, l'équité, je suis d'accord, mais cette égalité-là, qui coupe toutes les têtes à la même hauteur, c'est nul. Ou bien qui nivelle par le bas, c'est nul. Ça ne peut pas avoir d'avenir. Ou bien alors, vous avez une vision comme quoi les êtres humains doivent être libres. Alors s'ils sont libres, ils vont développer leur génie propre. Il faut un cadre de l'État relativement mince, qui garantit juste quelques tâches régaliennes, principalement la sécurité, une bonne éducation, etc., ce genre de choses. L'approvisionnement, enfin bref, voilà. Vous créez un cadre light pour permettre aux gens de pouvoir développer leur génie propre au maximum. Et je crois que c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace dans la gestion de la cité. Alors, on connaissait le Oskar Friesinger polémiste, politique, mais il y a aussi un Oskar Friesinger finalement qui est presque historien, parce qu'il y a énormément de références historiques de la période soviétique, qui n'est pas pris de manière caricaturale. Vous en parlez de manière relativement objective. Est-ce que vous avez voyagé en Russie, parce sans en dire trop, dans le livre, on fait le tour, ou en tout cas on traverse la Russie. Ah oui, il y a vraiment tous les aspects. On est dans le goulag, on est dans la Colima, etc. Non, j'ai pas tout visité. Mais j'y suis allé en Russie, bien sûr. Mais évidemment que le romancier dépasse ce cadre-là. Il peut pas vraiment tout avoir visité. Mais de nos jours, quand même, vous avez les moyens, en vous informant. Parce qu'avant que j'écrive un livre, je deviens une éponge. D'abord, je suis une éponge. Si vous voulez ressortir quelque chose, il faut d'abord avoir l'éponge sèche. Vous allez pouvoir appuyer tant que vous voulez, il n'y a rien qui sort. Donc il faut d'abord se nourrir de beaucoup de choses. La littérature, j'ai lu tous les grands auteurs russes, hein, Dostoïevski, Tolstoï, enfin Tourgueniev, Pouchkine, etc. La philosophie, etc. Tout ce qui est musical, opéra, et puis les films, Eisenstein, excusez-moi. Tout ça vous nourrit. En plus, vous y êtes allé, vous connaissez quelques Russes. Ensuite, j'ai lu des ouvrages plutôt sur l'ethnopsychologie du peuple russe, etc. Et tout ça m'a nourri. Et à un certain moment, on est égorgé. Vous êtes nourri de culture serbe également. Oui, qui doit aider. Oui, bon, effectivement. Alors la Serbie, je connais mieux. J'y suis allé plus souvent qu'en Russie, mais quelquefois, je suis quand même allé en Russie. Et à ce moment-là, vous êtes capable d'écrire parce que vous avez les éléments, la matière première qui vous permet ensuite de donner un cadre à votre trame.
Parce que la trame, l'idée, c'est une chose, et ensuite il faut la situer dans une histoire, dans un paysage, etc., etc. Par exemple, le prochain roman, ce sera dans le désert, c'est chez les Touaregs. J'ai dû m'imprégner pendant 6 mois, d'autant plus c'est dans le Ténéré. Donc, anticiper ma question qui viendra normalement en dernier. Il va falloir que j'en retrouve une. Non, mais bon, on peut parler de... Et la Russie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est un État qui vous fascine. Poutine crée un certain sentiment parfois de fascination en Europe occidentale, en tout cas dans les milieux, disons, plutôt de droite ou d'une certaine gauche, parfois anticapitaliste ou du type monde diplomatique. Il vous fascine? Vous en pensez quoi de la Russie d'aujourd'hui? Moi, ce que je trouve que la Russie a gagné de passer de Yeltsin à Poutine, on est passé d'une 2 chevaux à une Rolls-Royce, hein. Donc on est bien d'accord, c'est pas la même ligue. Yeltsin qui vendait tout aux oligarques et quand même Poutine qui a mis les oligarques au pas en disant écoutez, vous pouvez vous enrichir, j'ai rien à contre, mais il y a quand même un État et vous allez devoir payer votre dîme. On l'a vu, il l'a fait. Il a réussi quand même à trouver une manière de ne pas détruire l'économie, de ne pas détruire la richesse ou les gens riches, pas les brocarder comme étant le mal absolu, mais de les rappeler à certaines responsabilités qu'ils ont par rapport à l'État. Donc ça, je trouve positif. Ensuite, il a une part mystique, je trouve. Et puis c'est un formidable joueur d'échecs. Quand on a vu comment il a mis en échec les Américains en Syrie, c'est absolument exceptionnel. Il s'est aperçu que même avec un budget militaire de 60 milliards, on peut mettre en échec 600 milliards, parce qu'il n'y aura jamais de guerre frontale entre l'Amérique et les Russes. Ils ne peuvent pas se permettre, c'est la fin du monde. Donc il n'y aura que des guerres indirectes. Et dans la guerre indirecte, la qualité prime la quantité. Et ces systèmes anti-aériens extrêmement sophistiqués, parce que techniquement les Russes, sur certains aspects de la guerre sont supérieurs aux Américains actuellement. Ils ont réussi à mettre en échec les Américains qui n'ont pas pu clouer au sol les avions de Bachir el-Assad, comme ils l'avaient fait pour Kadhafi. Et c'est pour ça que Bachir, il est toujours là, et les Russes ont remporté la partie. C'est étonnant cet intérêt pour la Russie, alors que votre pays, c'est l'antithèse de la Russie. Oui. Mais nous avons toujours... Alors, je vous rappelle que historiquement, la Suisse a toujours eu d'excellentes relations avec la Russie, mis à part la parenthèse communiste, qui était une importation. D'ailleurs, Lénine, on l'a amené en wagon plombé depuis Zurich à Pétrograd. Donc c'est en fait une importation, ce n'est pas issu de l'âme russe, ça a été collé sur la Russie. Heureusement que ça s'est terminé après une 70aine d'années, mais avant ça... Je vous rappelle qu'on a eu une famine en Suisse dans les années 30, je crois, du 19e siècle, et le tsar avait payé une forte somme. C'était à ce moment-là, je crois, quelque chose comme 1 million de roubles, et qui valait beaucoup d'argent à ce moment-là. C'était vraiment une forte somme pour aider la Suisse, qui était à ce moment-là dans la misère. On était un des pays les plus pauvres d'Europe à ce moment-là. C'est qu'après qu'on a réussi à devenir le pays le plus riche, un des pays les plus riches du monde. Donc il y a eu ça. La Russie s'est fortement impliquée quand il s'est agi de garder une Suisse neutre et indépendante au milieu de l'Europe. Le tsar s'était très fortement impliqué pour ça. Donc les relations entre la Russie et la Suisse ont toujours été positives. Et je sais que, pour avoir lu pas mal de discours de Poutine, il imagine éventuellement à terme arriver à des formes de démocratie directe adaptées à son pays, mais qui s'inspirent un peu du modèle suisse. Donc il n'y a pas d'antagonisme finalement. Pour revenir à votre ouvrage, il est question essentiellement, il y a un personnage principal, Gagarine, dont on a parlé, mais il y a aussi 4 autres personnages, plus une femme. Ces personnages, vous allez les chercher où? Vous les cherchez dans votre entourage, dans la lecture? Alors, Masha Stolipina, c'est le modèle de... On aimerait bien savoir qui c'est. C'est mon épouse. D'accord. Je vis avec une femme qui est capable de faire ce que fait cette femme dans le livre. S'asseoir sur un portrait de Staline sans... Ah oui. De Lénine, pardon. C'est le portrait de Lénine. Elle s'assied dessus et puis elle dit maintenant il est possédé par quelque chose d'autre que la révolution. Oui, évidemment. et cette incroyable dignité face à son destin inéluctable, cette fierté... Je vous jure, j'ai épousé une femme qui est exactement comme ça. Quand je l'ai connue, en plus noiraude aux yeux bleus, bon, elle n'a pas les yeux bleus, mais c'est égal. C'est plutôt le caractère, cette force intérieure où les femmes nous sont infiniment supérieures. Elles sont beaucoup plus entières que nous. Elles vont jusqu'au bout. J'ai vu ça dans mes combats politiques. Mon épouse était déterminante. Elle me donnait cette force que des moments, franchement, qui venaient à me manquer par moments, quoi. Et les autres personnages, les 4 hommes, le général, l'ancien... Alors, le général, si on veut, c'est celui qui à un certain moment, s'aperçoit
qu'il est en train de devenir un monstre et qui se remet en question quand même. Et elle l'aide. Évidemment, l'esprit féminin, l'éternel féminin nous élève. C'est chez Johann Wolfgang Goethe, donc das ewig weibliche zieht uns hinan, dit-il, écrit-il. Et c'est vraiment ça, j'en suis convaincu. L'éternel féminin nous élève. Je suis quelqu'un qui idéalise encore le féminin. C'est cette lointaine rive vers laquelle nous tendons et laquelle nous abordons comme un naufragé. Ce n'est pas Marie, couche-toi là, quoi. Non, je trouve que c'est vraiment brader une des choses les plus précieuses que nous avons. Donc ce rapport-là, ici, il ressort très très fortement. Et je crois en un amour fort et qui transcende la mort. C'est pas que jusqu'à la mort, c'est au-delà de la mort. Mon épouse, quand je l'ai rencontrée la première fois, c'était le coup de foudre, je l'ai reconnue. Elle était déjà en moi. C'est simplement qu'elle est tout à coup apparue de l'extérieur, comme par hasard, mais ça fait longtemps qu'elle grandissait en moi, cette rencontre. Et puis je crois qu'après notre mort, de toute façon, continuera à exister sous une autre forme. Je suis un mystique, j'ai une vision transcendante du monde, je ne suis pas un matérialiste athée, et ce livre décrit ce combat entre les matérialistes et l'aspect orthodoxe mystique du monde, quoi. Je suis désolé, on va finir sur une question beaucoup plus terre à terre, qui va peut-être même vous paraître un peu vulgaire, mais que beaucoup de gens se posent. Parce qu'en France, vous avez été surtout connu avec l'épisode des minarets. C'était en 2009, il me semble. 2009, oui, le vote. Beaucoup de gens se demandent, est-ce que la politique c'est fini pour vous? Est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir sur le devant de la scène en Suisse? Non, c'est fini parce que la transition s'est bien faite au niveau de l'UDC Valais. Donc on vient d'avoir 3 élections même d'affilée où mon parti cantonal que j'avais fondé a réussi à maintenir les acquis, voire même certains votes plutôt progressés. Là, par exemple, au Valais, on a très fortement progressé aux dernières élections. Suisse romande, au Valais romand, on a un peu diminué. Mais la suite est garantie. La succession s'est faite sans problème. Ils n'ont pas eu besoin de tuer le père. Il s'est suicidé, donc c'est plus facile. Et puis, politiquement parlant. Et retourner dans le jeu, c'est pas une bonne idée. J'ai maintenant, l'année prochaine, j'aurai 60 ans. J'ai encore maintenant, peut-être pendant une dizaine d'années, si tout va bien. Chez nous, ça leur fait pas peur de continuer après 60 ans. Je sais, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut pas s'accrocher au pouvoir. Le pouvoir n'est pas une propriété. Le pouvoir, c'est de l'énergie. Et l'énergie, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit libre. C'est des flux. Ça doit s'écouler. Il faut que personne s'en prenne, l'accapare, prenne possession du pouvoir parce qu'on le fige. Et là, les cendres, le rouge, le feu, la flamme, ça devient cendre rouge. C'est quand la révolution se fige, comme dans ce livre. Et en fait, elle est trahie dans son essence même. Ça peut pas fonctionner. Et donc, pour le pouvoir, c'est toujours la même chose. Donc, je ne vais pas retourner dans ce jeu-là. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, à haut niveau. Je vais continuer en freelance, alors c'est marrant, on m'invite tout le temps pour des débats, etc. Donc c'est marrant parce que quand il leur faut animer un débat, puis quelqu'un qui ose vraiment dire les choses, et d'autant plus librement que maintenant je ne suis plus impliqué dans un jeu électoral, alors ils m'appellent, hein. C'est garanti parce que il faut de l'audimat. Et donc, pour assurer le spectacle, on appelle le vilain qui entre là, dans le rôle du méchant. Parce que je suis un peu le Hannibal Lecter de la politique suisse. Donc, parce que franchement, le silence des agneaux sans Hannibal Lecter, oui, franchement... Sans trop d'intérêt. En tout cas, ce sera pour notre plus grand plaisir si vous arrêtez la politique pour continuer à écrire des romans. Les 2 romans suivants sont déjà écrits. Dans une langue, et je dois les transposer dans l'autre. Les 2. Alors c'est un roman épistolaire d'un Anglais qui a vécu entre 1929 et 1939 dans la vallée de Conches. C'est une vallée reculée des Alpes, dans un trou de terre, habillé en femme, avec la dernière mode londonienne. Non mais c'est un truc absolument débile, et il a réellement existé. Donc on a les photos, on a tout. Et j'essaie de reproduire un échange épistolaire qu'il a eu pendant 30 ans avec une Américaine qui vivait à San Francisco, parce qu'il a vécu d'abord 20 ans à San Francisco. Puis il avait été éduqué alors au grec ancien, tout, c'était vraiment un pur produit d'Oxford. Et c'est extraordinaire, et un grand admirateur de la culture allemande, et il meurt en 40 à Londres sous les bombes du Blitz. Lors de la bataille pour l'Angleterre, donc c'est absolument ahurissant comme destinée, donc ça méritait d'être traité. Puis l'autre, c'est l'histoire du Touareg sous son acacia, qui est venu là pour mourir, et puis arrive un type d'une OGN, et puis qui dit, mais vous faites quoi là? Il n'y a pas de chameau, personne, vous êtes tout seul, vous avez besoin d'aide? Non, je suis venu pour mourir. Ah bon? Oui, mais écoute, entendez, j'aurais une histoire à vous raconter. Vous savez, quand on a une bonne histoire à raconter, la mort peut attendre, et elle va attendre 3 jours et 3 nuits. Et il va lui raconter l'histoire la plus formidable qui se soit jamais déroulée dans le Ténéré, mais je vous en dirai pas plus, il faudra acheter le livre. D'accord, on vous recevra à cette occasion. Je rappelle votre ouvrage, Oskar Freisinger, Cendre rouge, chez Apopsys.